Il y a Martin Fayoulou qui a apporté... Non, il ne faut pas parler de Martin Fayoulou. Il a apporté un soutien. Voilà, il a apporté... Il ne faut pas parler de Martin Fayoulou, c'est un impressionniste, c'est un aventurier. Excuse-moi, je m'assure. Oui, mais vous pouvez quand même... Ne vous limitez pas là parce que les téléspectateurs voudraient quand même connaître pourquoi ces propos... Le Congo a besoin d'hommes sérieux et d'hommes d'État qui se respectent. En fait, à la limite, Fayoulou n'a pas ces qualités-là. Non, Fayoulou a perdu toute la crédibilité que lui devait le peuple congolais, y compris moi. Et seulement si Fayoulou avait des qualités d'homme d'État, il ne peut pas se mettre à diaboliser le pouvoir qui se cherche encore pour le bien-être. Parce que tout cela, il faut retenir. La menace qui pèse sur la République et sur notre et sur son peuple est plus vaste que nos ambitions. Aujourd'hui, vous pouvez se battre pour devenir président de la République. Mais si la menace est toujours là, vous ne ferez rien. Et le peuple continuera toujours à être menacé, besoin d'hommes d'État qui se battent pour leurs propres intérêts, pour le poste. Mais nous avons besoin d'hommes d'État qui privilégient d'abord l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, au sacrifice de leur soi, voire même au renoncement de leurs avantages. Donc, alors, le contraire, Fayoulou maintenant dans la rancune. Il est dans... Mais si vous savez, il a l'information que c'est Kagame qui est derrière Tshisekedi. Mais il peut se mettre derrière Tshisekedi pour chasser Kagame. Oui. Parce que c'est ça en fait être nationaliste. Merci très chers téléspectateurs, téléspectatrices de Congo Suisse Télévision. Le réel plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de décryptage politique. Nous sommes là pour vous servir comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous allons parler affaire Chebea. Très chers téléspectateurs, restez scotchés, restez branchés parce que jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Merci. Voilà, comme je le disais dans mon intro, nous allons parler de l'affaire Chebea. Mais comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité, il est déjà là. C'est un coordonnateur d'une structure, vous allez le découvrir tout de suite. Mais la structure s'appelle Impunité Zéro. Il est aussi avocat de profession. C'est avec lui que nous allons parler de cette affaire Chebea parce que vous êtes sans ignorer que l'affaire refait surface avec des nouvelles révélations. Il y a deux policiers qui ont témoigné depuis l'extérieur. Deux policiers qui ont témoigné depuis l'extérieur qu'ils sont coupables. Donc ils se reconnaissent coupables du meurtre, encore du double meurtre donc, de Floribert Chebea et de Fidel Mazana, son chauffeur. Et cette affaire, vous le savez, ça date d'un peu longtemps, mais comme je le disais là, il y a un rebondissement dans l'affaire. Il y a un général, vous allez le connaître, certes vous le connaissez aussi, qui a été cité et contre qui il devrait nécessairement avoir des poursuites judiciaires. Mais jusque-là, je crois que le vice-ministre de la Justice a dit que de son retour à Kinshasa, ce sera le premier dossier qui sera sur sa table et qu'il va analyser. Et s'il s'avérait que toutes ces allégations-là sont vraies, les présumés coupables seront poursuivis et ils vont subir, n'est-ce pas, la rigueur de la loi. Mais pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité et ça sera aussi l'occasion pour lui de se présenter. Oui, bonjour. Ouais, vous pouvez vous présenter une fois pour toutes. Ok, je suis Grace Chonza, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Nombreux connaissent ce que je fais. Bon, je serais trop agaçant de parler de soi. Il faudrait mieux que les citoyens du monde apprennent à nous découvrir. D'accord.
Merci beaucoup. Je crois que nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous abordons directement le sujet de manière succincte. Qu'est-ce que vous connaissez d'abord de l'affaire Chebea avant que l'on puisse... On parlerait du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Vous savez, Floribert Chebeya, cet activiste droit de l'homme qui a reçu s'investir autour de massacres des adeptes de Boudidia Congo qui s'est déroulé dans le Congo central. Et l'homme avait des pièces à conviction, des éléments importants qui ne laissaient pas innocenter Joseph Kabila et son régime. Et c'est pourquoi il recevrait de menaces. Parce que bien avant, il faudrait le dire, avant sa mort, Floribert Chebeya fut d'abord menacé, recevait des menaces, tant d'autres. Et de suite, il recevra l'invitation de John Numbi, oui, qui est aujourd'hui général de l'armée en République démocratique du Congo. À l'époque, il était le responsable de la police de la ville de province de Kinshasa. De suite, lorsque l'activiste au droit de l'homme se rendra avec son chauffeur, vous savez, comme cela a été organisé, son chauffeur n'a été qu'une victime parce qu'il fallait effacer les traces. Il fallait effacer les traces pour que, en fait, ces crimes contre Chebeya et Fidel Bazana ne soient connus. C'est alors de suite, Fidel Bazana connaîtra le même sort que son boss, Floribert Chebeya. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le fait, dans sa résumé, c'est ce que nous venons de dire, mais ce qui nous intéresse, nous autres, qui s'inspire en fait de l'activisme de Floribert Chebeya, qui aujourd'hui portons la vision qu'a lancée Floribert Chebeya dans le monde de défense des droits de l'homme, nous ne cessons réclamer justice. Vous savez, voyez ce que nous faisons pour réclamer justice sur tous les faits, non seulement celui de Floribert Chebeya, mais tous les faits qui violent le droit. Mais de façon spécifique, nous parlons de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Aujourd'hui, comme tout le monde, même dans l'analyse de crimes, Floribert Chebeya a reçu l'appel de John Numbi. Il s'est rendu jusqu'à l'inspection provinciale de la police de la ville de Kinshasa. De suite arrivé, peu de temps après, c'était le dernier contact que Floribert a eu et il serait étouffé et son corps serait peut-être jeté à la poubelle comme d'autres témoins disent qu'il est fut enterré quelque part vers Mbenseke. Oui, aujourd'hui nous savons que Floribert, en fait, John Numbi est le prétendu criminel ou assassin de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Si et seulement si il était dans l'entreprise criminelle avec Joseph Kabila, en vertu de lois, surtout de code pénal congolais, qui interprète mieux l'entreprise criminelle, mais la participation criminelle, et que s'avère que Kabila a agi en commanditaire de ces crimes ou de ces doubles assassinats. Je pense qu'il y a l'opportunité maintenant, vu qu'il y a déjà des témoins qui, par eux-mêmes, reconnaissent être coupables d'avoir exécuté un ordre manifestement illégal. Il faudrait faire une nuance. Oui, donc, exécuter un ordre n'est pas mauvais, mais lorsque tu exécutes un ordre manifestement illégal, là, ça devient un crime. Voilà. Et je crois que c'est là aussi que nous allons commencer notre première question, parce que beaucoup de gens se demandent, ils sont témoins du crime ou ils sont criminels? Non. Parce que quand on parle de témoins, on sous-estime qu'ils ne sont pas coupables. Mais alors qu'ils ont exécuté, bien que c'est un ordre, nous savons comment l'armée fonctionne, mais ils ont tué. Je vous dis, dans votre émission, j'interviens
en double qualité. Je suis activiste de droit de l'homme comme Floribert Chebeya, collègue à Floribert Chebeya. Oui. Je suis également professionnel du droit. Voilà. Voilà pourquoi je dis, au cas où ils ont exécuté un ordre manifestement illégal, ça devient crime et en ce sens, ils sont co-auteurs du assassinat. Donc, coupables être témoin devant la loi et ils peuvent aussi être arrêtés. Non, mais ils seront arrêtés parce que, bien qu'ils ne peuvent être sanctionnés au même titre que, aux mêmes peines que le commanditaire. En fait, je parlerai de John Joseph Numbi. Kabila et John Numbi. En fait, s'ils sont reconnus coupables. Au moins, s'ils sont reconnus coupables. Mais la loi, jusque-là, je dis, ce sont des prétendus. Voilà. Et donc, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Voilà. Mais cela ne veut dire qu'ils ne sont pas criminels. Le simple fait que l'on va faire l'analyse, qu'il faudrait joindre l'effet brut à la loi pénale. Ce qu'on appelle chercher une qualification finale pour ressortir en fait le criminel et le crime. Voilà pourquoi nous disons le juge en du boulot, c'est-à-dire ils vont prendre l'effet brut, c'est-à-dire l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les joindre en fait à la loi, c'est-à-dire qui a eu le dernier contact avec quelle était la qualité de cette personne qui a eu les derniers contacts avec, en vertu de qui il aurait invité. Fidel. Tout ça là, c'est toute une démarche juridique qu'il faudrait entreprendre. Mais en ce jour, moi j'ai toujours réclamé. Vous voyez également mes tweets que Fidel John Numbi et Joseph Kabila ne seraient épargnés devant ces crimes odieux. Et donc, nous sommes là, on est en train de faire notre travail et nous serons toujours là en train de demander de poursuites judiciaires au temps réel, voire même record, pour que ces derniers y délinquent. Voilà, vous avez beaucoup plus cité Joseph Kabila, je veux mettre un accent là-dessus. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une loi portant protection d'anciens chefs de l'État. Dont Joseph Kabila qui me mettra plus dans cette question, me mettra plus dans. Voilà. Dont Joseph Kabila est jusque-là bénéficiaire, Tshisekedi le sera peut-être dans 2 ans s'il n'est pas réélu, ou il peut l'être dans 7 à 6 ans. Mais jusque-là, le seul bénéficiaire de cette loi, c'est Joseph Kabila Kabange. Il faudrait me laisser alors de répondre, je maîtrise bien votre question, voilà, parce que j'ai plusieurs fois répondu à ces questions. Retenez. Comment serait-il poursuivi? Parce qu'en principe, retenez. Oui, vous le savez bien que le principe ici, nul n'est au-dessus de la loi. Mais vous le savez que Joseph Kabila n'est pas redevable devant la justice congolaise. Écoute. Mais la loi dit qu'il n'est pas redevable devant la justice. Vous voulez dire, monsieur, vous êtes journaliste, vous avez le devoir d'instruire les citoyens. Oui. Les moins aisés qui n'ont pas assez d'accès à l'information, surtout au dossier pertinent. Quelle est cette juridiction? Écoute un peu. Vous êtes en train de m'embrouiller. Il faudrait que j'intervienne d'abord, je vous réponde. J'ai dit cette question, j'en ai répondu de toute forme. Voilà, oui, répondez à la Il faudrait d'abord retenir, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. C'est ce que dit la Constitution de notre pays. Si je ne m'abuse ou pas, c'est l'article 16 de la Constitution. L'article 62 de la Constitution parle, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Vous avez l'article 27 du statut de Rome stipulant défaut de pertinence de la qualité officielle. Ce qui veut dire la loi portant statut des anciens chefs d'État voudrait tout simplement donner un certain nombre d'avantages aux présidents, aux ex-présidents civilisés, aux ex-présidents qui ont fait preuve de respect de la démocratie, aux ex-présidents qui ont travaillé conformément aux lois de la République. Okay. Alors, la question la plus fondamentale à se poser ici, est-ce Joseph Kabila a commis des crimes pendant qu'il était président en fonction? Est-ce il en a commandité de crimes? Est-ce il en a été participant des crimes? Tout cela. Et donc, la Constitution ne consacre pas l'impunité. Et donc,
d'autres instruments juridiques internationaux ne consacrent ou ne sacralisent pas l'impunité. Vous ne pouvez faire de Kabila le statut de l'impuni dans notre pays. Joseph Kabila, c'est un citoyen. Il faut retenir l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 12 de la Constitution du février qui stipule tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est-à-dire, Joseph Kabila a le même droit que Grace Tchounza par devers votre caméra, a le même droit que vous, M. Joël Messa, par devers votre plateau aux caméras. Donc, nous sommes tous égaux. Et donc, la même conscience de la vie humaine est sacrée et nous ne peut porter atteinte comme il le veut. Et donc, au moment où l'on réalise que M. Kabila et tous ces criminels du passé ont commis des crimes, et aujourd'hui vous voulez, en vertu de cette loi, vous voulez bien se mettre à l'abri de toute poursuite judiciaire, on crée une loi taillée sur la veste, la veste de Kabila. Mais comme si c'était une chambre à coucher. Le Congo n'est pas une chambre à coucher d'un groupe d'individus. Les Congos n'ont pas, elle doit être une boutique de M. Kabila où on peut prendre le biscuit, manger comme on veut et personne ne peut nous demander de rendre compte. Merci, maître. Et donc, en ce jour, retenez que Joseph Kabila, avec sa loi anti-état de droit, et donc, retenez-le qu'il va délinquer. Il va faire des poursuites, il va engager des poursuites judiciaires, il sera condamné ici au Congo ou ailleurs à travers le monde, soit à la Cour pénale internationale. Restons d'abord en ce qui concerne notre pays. Quelle est la juridiction compétente à ce jour devant laquelle M. Joseph Kabila peut comparaître retenez-le en vertu, n'est-ce pas, de cette loi de protection contre s'il faudrait bien, il n'est pas président en fonction et donc il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée qui protège les anciens présidents dont il est bénéficiaire. Aucune loi du monde consacre l'impunité. Toutes les lois consacrent les droits et les obligations. Même la loi portant statut des anciens chefs d'État, il y a des droits et des obligations. Lorsque l'on n'a pas pu respecter les obligations, et donc, l'on tombe devant la méfiance et donc devant les violations de la loi. Et donc, Joseph Kabila, en sa qualité d'ancien président de la République, il bénéficie d'abord des avantages et afférents déterminés, bien sûr, clairement définis dans cette loi portant statut d'ancien chef d'État. Mais aussi, Joseph Kabila, en sa casquette de prétendu criminel, il a les obligations, les devoirs à rendre vis-à-vis du code pénal congolais. Et donc, vis-à-vis de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, vous me posez la question de savoir quelle est cette juridiction qui s'estime compétente pour instruire contre Joseph Kabila. Je dis ceci. Joseph Kabila, s'il faudrait déterminer, il est sénateur à vie. Et donc, la Cour de cassation peut bien s'occuper de son cas. Mais s'il faudrait le juger en sa qualité d'ancien président de la République, ce n'est pas le crime qu'il a commis pendant qu'il était en fonction, c'est la Cour constitutionnelle qui va étudier le cas et l'opportunité. Et s'il voit il faut le déférer devant son juge naturel, il peut soit, parce qu'il n'est pas en fonction, l'envoyer à la Cour de cassation. Et donc, toutes les juridictions du pays, et retenez, en vertu de l'unicité, et là j'invite aux magistrats qui ont prêté serment à défendre la loi, en vertu de l'unicité de corps magistrat, n'importe quel magistrat peut avoir le courage aujourd'hui d'instruire contre Kabila et fixer le dossier dans un tribunal de son choix. Vous comprenez un peu? Alors, parce que les magistrats sont tous le même, ils sont unis. Et de principe, les décisions d'un magistrat au parquet près le tribunal de grande instance peut lire en fait tout le magistrat de la République, y compris celui de la Cour constitutionnelle. Et donc, parce que tous les magistrats sont unis. C'est ça en fait le principe de l'unicité. Et nous demandons, il y a des magistrats qui ne font que bouffer l'argent ici, mais il y a des faits qui ont été
commis ici qui violent la loi, alors que dans la mission consiste à rechercher les violations dans les lois et les actes ayant force de droit à travers toute l'étendue du territoire national. Mais hélas, nous avons des magistrats qui jusque-là observent Joseph Kabila et observent Emmanuel Ramazan Shadari, Obem Minak et tout autre. Et même Bochab, qui a été autrefois cité dans le fait de plusieurs millions, ils circulent librement. Ils sont d'ailleurs renforcer la sécurité. Vous avez tout ce qu'il y a, toutes les énergies y afférentes. Et heureusement, parce qu'il y a une génération qui s'élève pour dire plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant en République démocratique du Congo, dans tous les aspects de la société congolaise, dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre les antivaleurs, dans la lutte pour le renforcement d'une nouvelle classe politique en République démocratique du Congo. Dans tous les aspects de la société, parce qu'on tient au changement, nous disons tous, plus rien ne sera comme avant, parce que c'est ça en fait la démarche que nous devons suivre pour que les pays décollent, pour que nous reconnaissons aujourd'hui un nouveau vent en République démocratique. Voilà, merci très chers téléspectateurs, téléspectatrices des Congo Suisse Télévision. Comprenez que nous sommes en face d'un professionnel en matière de droit. Et par surcroît, il est, n'est-ce pas, comme je le disais dans mon intro, le coordonnateur d'une structure qui déjà par cette dénomination montre le chemin ou la voie qu'ils sont en train de suivre. Donc, la structure se nomme Impunité Zéro. Donc, vous comprenez son émotion. Adhérez, envoyez-nous vos soutiens, vos accompagnements, parce que nous avons besoin, bien sûr, de transformer la République démocratique du Congo. Notre pays a un problème d'homme. Notre pays a un problème d'une personnalité crédible. Voilà pourquoi une nouvelle génération se donne de l'énergie. Oui, nous avons décidé de prendre beaucoup de risques. Nous avons fait plusieurs fois prison sous Kabila. Nous avons été là parce que nous tenons au changement. Nous avons renoncé à notre honneur personnel. Nous avons renoncé à notre ego et nous avons décidé de donner toute notre jeunesse pour la défense de la République démocratique du Congo. Nombreux me connaissent au nom de Greg Chunza, nombreux me connaissent au nom de Tshisekedi Etienne, parce que ça c'était ce qui les autres Congolais m'ont surnommé à l'époque, Yatiti, parce que moi je ne suis pas Tshisekedi Félix, je suis Tshisekedi Etienne. Nous prenons des valeurs, rien que de valeurs. Aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé. Oui, nous allons... Nous ne voulons pas changer le nom, nous ne voulons pas changer les concepts, nous voulons changer les choses. Parce qu'on a comme l'impression de voir, les concepts changent, les noms changent, mais les choses restent les mêmes. Voilà, je crois que nous allons y arriver parce que c'est de l'actualité politique, on ne peut pas s'en passer. Là, vous allez, n'est-ce pas, nous dire les défis que vous attendez de ce nouveau gouvernement. Mais je crois que nous allons y revenir pour rester d'abord dans l'affaire Chebia parce qu'il y a une question qui me montre là. Je suis là, je suis à vous même. Merci. Comme je le disais dans mon intro, le vice-premier ministre ou encore le ministre de la Justice ad intérim, certainement du gouvernement démissionnaire, voilà, du gouvernement démissionnaire de Ilunkamba, a dit qu'il allait traiter ces dossiers de son retour à Kinshasa. Il n'a pas compétence pour traiter les dossiers judiciaires. Oui. Il faudrait d'abord dire que, monsieur le journaliste, si un ministre vient de justice qu'il soit, dit, bon, dès que je rentre, je vais traiter ces dossiers. C'est le premier dossier. C'est un mensonge politique, voilà. Une impression qu'ils veulent vendre au monde. Parce que le ministre de justice, son rôle n'est pas d'instruire les dossiers judiciaires. À la limite, il peut donner l'injonction au magistrat qui serait en train de dormir, d'instruire. Ok. Peut-être, l'injonction ne peut pas seulement se donner par une lettre qui peut appeler le magistrat, soit le numéro 1 du parquet. Bon, ces dossiers fait preuve en fait d'un acte public ou d'acclamation publique. Est-ce que vous pouvez investiguer autour de ça, instruire ces dossiers? À la limite, c'est que le ministre de la Justice... Donc son retour dans la capitale... Donc, ça n'a aucun impact pour le dossier judiciaire. Et pour impressionner, parce que vous avez l'habitude de se faire impressionner par ce genre de propos, le ministre a déjà promis. Non,
Mesdames et messieurs, retenez par devers vos postes télévisés que le ministre de Justice, par rapport à la législation congolaise, n'a pas compétence d'instruire un dossier judiciaire. Voilà. Toutes les déclarations dont à son retour il va faire, c'est juste une arrogance, des mensonges purs et simples. S'il a besoin que ces dossiers soient instruits, il doit appeler n'importe quel magistrat parce que jusque-là, au niveau de l'exécutif, c'est lui le chef en fait qui gère au quotidien les magistrats. Il peut appeler un magistrat et lui donner l'injonction. Mais il ne peut pas s'interférer dans ces affaires, dans cette instruction. Voilà, une autre question. En fait, il faudrait retenir, dans le principe de la séparation sous le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la collaboration sanctionnée. Le pouvoir judiciaire est indépendant, mais le pouvoir judiciaire ne peut collaborer en vertu de cette collaboration sanctionnée avec le pouvoir exécutif dans le canal du ministre de Justice. Ok. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Tout comme le pouvoir exécutif ne peut collaborer avec le pouvoir judiciaire que dans le canal du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait d'abord connaître ce... Parce qu'aujourd'hui, notre peuple a un problème d'information. D'information, voilà. Alors, le ministre de Justice ne peut pas dire, bon, dès mon retour, je veux... De mon retour à Kinshasa, c'est le premier dossier qui sera sur ma table. C'est le premier dossier qui sera sur ma table. Là, il m'impressionne que les journalistes que vous êtes, mais moi, il ne m'impressionne pas. Et d'ailleurs, si je vois une telle déclaration, je vais le ramener à l'ordre parce qu'on ne peut pas tolérer cela. Heureusement, parce qu'il est démissionnaire, un ministre de Justice qui se connaît bien en la matière, ne peut jamais faire ce genre de déclaration. Voilà, très cher. Il peut à la limite dire, bon, parce qu'il y a la clameur publique, je demande au Conseil supérieur de la magistrature d'instruire, soit d'organiser les poursuites avec tous les corps magistrats. Vous comprenez un peu? Tout ça, il peut à la limite, il peut même faire toute une déclaration pareille. Et le ministre va réfléchir. Il est le chef de l'exécutif qui représente d'office, en fait, qui collabore d'office avec le pouvoir judiciaire. Donc, il faut connaître ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous allons poursuivre cette émission. Toujours, d'abord, nous restons dans le dossier chez Béa parce que nous avons personnellement suivi la déclaration de sa femme qui a demandé, n'est-ce pas, la réouverture du procès. Et pas seulement sa femme, j'ai aussi demandé. Oui, il y a Martin Fayulu qui a apporté... Non, il ne faut pas parler de Martin Fayulu. Il a apporté un soutien. Voilà, il a apporté... Il ne faut pas parler de Martin Fayulu, c'est un impressionniste, c'est un aventurier. Excuse-moi, je m'assure. Oui, mais vous pouvez quand même... Ne vous limitez pas là parce que les téléspectateurs voudraient quand même connaître pourquoi ces propos... Le Congo a besoin d'hommes sérieux et d'hommes d'État qui se respectent. En fait, à la limite, Fayulu n'a pas ces qualités-là. Non, Fayulu a perdu toute la crédibilité que lui devait le peuple, comment y compris moi. Je prends le risque de vous dire ici, mon candidat que j'ai accompagné en 2018, c'était pas... J'étais en prison, à ma qualité de prisonnier, j'ai mobilisé les gens par voie téléphonique pour voter Fayulu. J'avais mes raisons, parce que j'avais besoin de dignité. Vous comprenez un peu? Alors, pourquoi aujourd'hui, on comprend que Fayulu a échoué? Il fallait accompagner. Tu sais que c'est aussi un fils du Congo. Il fallait l'accompagner pour se débarrasser de l'otage de Kabila. Parce que j'ai écrit à l'époque, Félix Tshisekedi, le président, a raison surveiller. Et aujourd'hui, petit à petit, il commence à se débarrasser. Pourquoi ne pas encourager ce genre d'initiative? Pourquoi ne pas accompagner ce courage de Tshisekedi? On essaie de faire réfléchir Martin Fayulu, parce que je suis Louba, il me met dans le même sac et il me fait son ennemi. Dans ça, vraiment, ce n'est pas... Vous comprenez? Moi, je peux vous envoyer des photos avec Fayulu ici. C'est-à-dire, je connais l'homme, d'un moment on était ensemble, je n'ai rien à voir avec lui, parce que si, et seulement si Fayulu avait des qualités d'homme d'État, il ne peut pas se mettre à diaboliser le pouvoir qui se cherche encore pour le bien-être. Parce que tout cela, il faut retenir. La menace qui pèse sur la République et sur son peuple est plus vaste que nos ambitions. Aujourd'hui, vous pouvez se battre pour devenir président de la République, mais si la menace est toujours là, vous ne ferez rien. Et le peuple continuera toujours à être menacé. Voilà ce qui se passe à l'Est. On tue demain, on tue le lendemain, et le peuple est dans l'incertitude de dormir et de se réveiller en vie. Vous comprenez un peu? Et si nous avons, et seulement si Fayulu était un homme d'État, il dit, bon, Félix, on doit se surpasser. On n'a pas besoin d'hommes d'État qui se battent pour leurs propres intérêts, pour le poste,
Mais nous avons besoin d'hommes d'État qui privilégient d'abord l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, au sacrifice de leur soi, voire même au renoncement de leurs avantages. Donc, alors, le contraire, Fayoulé maintenant dans la rancune, il est dans... Mais si vous savez, il a l'information que c'est Kagame qui est derrière Tshisekedi. Mais il peut se mettre derrière Tshisekedi pour chasser Kagame. Oui. Parce que c'est ça en fait être nationaliste. Mais Tshisekedi jusque-là... Je crois que le maître... Vous comprenez, le dossier est tellement vaste... Si Tshisekedi n'a pas la sécurité de ses frères, n'a pas la sécurité de ses citoyens, de ses frères congolais, si aujourd'hui se sent à l'insécurité, comme toute la légitime défense serait quoi? Soit de chercher une sécurité ailleurs. Vous comprenez un peu? Et si vous, qui êtes censé sécuriser votre frère, vous l'exposez davantage, vous voulez quoi? Ce peuple n'a pas besoin de continuer dans la souffrance. Nous avons besoin tous d'être derrière un leadership qui privilégierait en fait les intérêts de la République. Parce que vous êtes un jeune talentueux, un jeune ambitieux qui peut faire beaucoup de choses dans ces pays. Mais vous êtes là, vous vivez dans l'incertitude. Quelle entreprise publique vous pouvez aller facilement faire? Le clientélisme qui règne dans nos entreprises publiques. Je viens d'être alerté par un dossier, les infirmiers qui sont là-bas aux cliniques Ngaliem. Une infirmière dort, se réveille, il se voit être chassé, qui n'a jamais eu le matricule, mais alors qu'il travaille il y a plusieurs années. Et il demande le congé, on ne lui donne pas, il le sait, parce qu'il tombe malade, une semaine à la maison, il part, on les chasse. Et on m'alerte ce matin. Vous croyez que nous voulons demeurer dans un tel état des années? Non. Voilà pourquoi nous disons, plus rien ne doit être comme avant. Même seul avec Dieu, nous allons réussir à bouleverser les choses. Voilà, je crois que... Je dis bien, je le répète, même seul avec Dieu, je vais réussir, nous allons réussir donc à transformer ces pays. Je crois au changement. Je crois que la question Martin Fayoulou, c'est vraiment une question vaste. Mettre le réel plaisir pour nous. Je demanderai tout simplement... Non, serait de vous recevoir à la prochaine occasion. Non, mais je ne parle pas d'individu. Non, pas parler de... On parlera de valeurs. Oui, on parlera République et la démarche que devaient peut-être faire ces autres acteurs politiques. Donc, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Bemba, Joseph Kabila, et j'en passe. En ce jour, ça aurait été souhaitable si Martin Fayoulou estime que Tshisekedi est avec Kagame, donc ses compatriotes Bemba, Moïse Katumbi sont aussi avec Kagame parce qu'ils sont avec Tshisekedi. Voilà, donc je crois que... Vous comprenez un peu comment est-ce que nous sommes dans... Et le peuple qui n'est pas informé se laisse manipuler. C'est ça en fait le problème que nous avons. Et accepte d'être manipulé ce même peuple. Non, nous avons le devoir de sensibiliser le peuple. Nous avons le devoir d'informer le peuple et nous allons descendre. Voilà. Nous prendrons le même risque et un jour, ce peuple sera informé et éveillé. Comme je le disais, Martin Fayoulou avait apporté son soutien. Vous avez dit que vous avez aussi demandé. Je parlais personnellement avec Arbonne Béni, qui a demandé la ouverture du procès. Je parlais avec Jean-Claude Katende, qui a demandé. Je parlais, je crois bien, avec la nouvelle société civile de Jean Tchonomela. Il y a plusieurs structures qui demandent la réouverture de ce dossier. Bon, il y a il faut retenir qu'il y a des structures opportunistes qui attendent, par exemple, le cas de la libération des Dikapen. Quand Jean-Claude Katene, son Azado, et Dynamique Impunité Zéro, son Graïtchounza, se sont battus pour que ces prisonniers, otages de Kabila, dans le dossier Mosé et le groupe des Dikapen et les autres soient libérés. Peut-être des autres, c'est un dossier sensible qu'on ne peut pas. Mais le jour où ils sont libérés, voilà comment est-ce que les structures sont venues. Non. Maître, comme je le disais, il y a plusieurs structures qui sont en train de demander la réouverture du procès. Je venais tantôt de citer les quelques structures que moi, personnellement, je parlais avec les organisateurs ou encore les coordonnateurs. Mais jusque-là, pourquoi ne pas toutes ces structures aller voir la femme de Chebea, constituer les dossiers et amener les dossiers au niveau, n'est-ce pas, de la justice, au lieu seulement de rester dans la demande de la réouverture du procès, mais aucune démarche juridique ne s'est faite pour que le dossier soit déposé au niveau de la justice. Il faudrait retenir que la femme de Chebea est en exil au Canada. Oui. Et la femme de Fidel Bazana. Mais nous, en tant qu'activistes, moi, j'ai un centre d'écoute d'orientation, d'accompagnement judiciaire. Je pense qu'il y a des citoyens qui, jusque-là, à la limite, et
Lorsque l'infraction, c'est commun, c'est au magistrat d'instruire le dossier, même de façon automatique. Donc, c'est saisir d'office. Et dans ce qui nous concerne, nous sommes en train de penser comment écrire encore une plainte de dénonciation devant le cours et tribunaux. Et donc, nous parlerons de la haute cour militaire, parce qu'il s'agit bien d'un militaire que l'on cite au premier rang, c'est John Numbi, pour que ce dossier soit relancé. Alors, nous n'allons jamais avoir peur de ceux qui détiennent les armes. Nous n'avons jamais avoir peur de ceux qui de ceux qui ont plus de millions ou des milliards. Mais nous agissons au nom de l'Éternel. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant, parce que le Dieu est le Dieu de justice. À la femme de Shebéa d'être calme, elle a beaucoup patienté. À la femme de Fidel Bazana et ses enfants d'être calmes, parce qu'ils ont beaucoup patienté. Nous allons agir avec la grâce de l'Éternel. Et vous, les partenaires, qui sont prêts d'accompagner ce combat. Donc, mon cabinet, mon petit bureau est prêt de se lancer dans ce dossier très sensible. Nous nous sommes lancés dans le dossier d'Edi Kapen. Nous sommes là, Dieu nous a gardés en vie. Et aujourd'hui, ils sont libérés. Nous allons également risquer dans ces dossiers que nous ne cessons de rappeler justice. Nous ne cessons de rappeler la condamnation des auteurs, des assassins. Nous allons encore agir, pas pour tenter des chances, mais pour que Dieu matérialise ça, parce que c'est lui le Dieu de la justice. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Petit à petit, on arrive à la fin, mais nous allons rappeler que c'est, n'est-ce pas, le 3 juin 2010 que Floribert Chebeya a été, n'est-ce pas, sauvagement tué. Et vous connaissez le dossier parce que nous sommes en train d'en parler, mais vous allez voir que la vérité, elle est têtue, elle reste têtue, parce que vous allez voir que l'affaire s'est déroulée en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc plusieurs années après, et le dossier refait surface, mais cette fois-ci avec des révélations troublantes, parce qu'il y a 2 policiers. Les témoins, soit le coupable qui passe aux aveux, ils sont là, ils reconnaissent coupables, ils se reconnaissent coupables et prêts de faire la prison, mais au moins, ils ne feront pas plus la prison seuls. Voilà. Et donc, le dossier reviendra à très bientôt sur les tables congolaises. Voilà, donc vous pouvez comprendre que c'est vraiment ça. Sur les tables congolaises, voulais-je. Voilà, c'est vraiment ça, vraiment le souci. Parce que la justice doit être faite, oui, parce que vous savez que l'état des droits, c'est ce que prône, n'est-ce pas, le président Félix Tshisekedi. Dans tout ce discours, toutes ces sorties médiatiques, il veut que la RDC redevienne ce véritable état de droit. Je crois que surtout plusieurs activistes des droits de l'homme, plusieurs ONG qui militent pour que, n'est-ce pas, la justice soit faite, attendent vraiment ce dossier. Comme on dit, moi personnellement, j'appelle ça un dossier baromètre dans l'état de droit que prône le président Tshisekedi. Parce que je parle avec plusieurs activistes qui me disent que si seulement ce dossier passait sous silence, nous n'allons plus croire à cet état de droit que le président Tshisekedi prône. Donc, un dossier que moi j'appelle baromètre. Et vous, en tant que coordonnateur de l'impunité zéro, que demandez-vous à la présidence? À quel niveau, j'allais dire, devait être l'implication de la présidence dans ce dossier? Il faudrait rappeler que le président de la République n'exécute pas les lois. Il faudrait rappeler que le président de la République, oui, nombreux pourraient me contredire pour dire que c'est un magistrat suprême, mais il ne décide pas pour condamner les gens. Il a des niveaux où il intervient en sa qualité de magistrat suprême. Le président de la République ne peut intervenir en sa qualité de magistrat suprême que lorsqu'il faudrait nommer le haut magistrat. Et en second lien, il intervient en sa qualité de magistrat suprême lorsqu'il faut gracier le prisonnier. Mais quant à ça, le président de la République a fait son travail et donc il en a nommé le haut magistrat. Il en a nommé les hauts fonctionnaires à la magistrature qui doivent s'en charger de ces dossiers. Ce sont ces magistrats, je parle ici de Victor Mumba, qui est le procureur général près la Cour de cassation.
Je parle à Jean-Paul Munkolo, qui est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce sont ces hauts magistrats qui ont compétence, voire qualité, pour instruire les dossiers judiciaires. Le président de la République n'a aucun ordre à donner aux magistrats pour bien faire leur travail. Le président de la République ne peut, à la limite, que nommer comme je l'ai dit, mais il n'a aucune intervention à faire. L'état de droit, c'est aussi une justice équitable. Une justice équitable, ce n'est pas seulement décrier les problèmes d'argent dans les procès 100 jours. Une justice équitable voudrait également que John Numbi soit arrêté. Une justice équitable voudrait également le jouisseur actuel, en fait, les nouveaux riches qui sont partout, à l'IDPS, etc., soient en fait poursuivis au cas où s'avère que certains actes de ces militants occasionnent des crimes de droit. Justice équitable voudrait également que tous nous soyons redevables à la loi. Cher président de la République, vous avez déjà fait votre travail en nommant le haut magistrat. Et aussi vous, le haut magistrat qui êtes là, rappelez-vous que je suis peut-être, si ce n'est pas le seul, mais le premier jeune ayant demandé la réforme des institutions judiciaires dans le cadre en fait de mon combat contre l'impunité et la corruption. C'est fait le 2 janvier 2019. Non, 2020. Oui, peu de mois plus tard, le président a répondu à mes demandes en nommant le haut magistrat. Oui, il en a bien fait de nommer le haut magistrat. Vous avez le cas de Floribert Chebeya sur votre table. Vous avez le cas des experts des Nations Unies sur votre table. Vous avez les cas de violations des droits de l'homme qui ont été réalisés dont les faits sont imprescriptibles sur votre table. Je parlerai de plusieurs cas réalisés par Caleb Mutombo. Vous avez le cas de plusieurs titres miniers de Joseph Kabila et sa famille non justifiés. Vous avez les cas de violations sur vos différentes tables. Nous avons besoin que vous agissiez, que vous puissiez agir le plus tôt possible. Nous avons besoin de vos interventions. Monsieur magistrat, ce pourquoi vous avez été nommé. Le président de la République a fait son travail, coup de chapeau à lui, et maintenant nous avons besoin de voir plus que ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin, mais on ne peut pas nous séparer de cette manière sans pour autant répondre à cette préoccupation. On a déjà dit ça à nos téléspectateurs, que vous allez glisser un mot. Certainement, ce n'est pas le sujet du jour, mais l'actualité reste l'actualité. Le nouveau Premier ministre a été nommé. Quels sont les défis à relever? Je crois que c'est la dernière question. Je commencerai d'abord par remercier le président de la République qui a compté parmi les jeunes pour nommer son Premier ministre. Oui. Il a nommé le Premier ministre dont la tranche d'âge est de 30 à 40. Donc il a 43 ans. Et vous comprendrez que ce n'est pas seulement la jeunesse, mais aussi de par ses qualités, voire même ses capacités. Mais ce que nous voulons, qu'il se distingue de ses prédécesseurs, le vieux qui ont échoué. Parce que notre génération a de l'industrie, notre génération a de l'intelligence. Moi, aujourd'hui, j'ai moins de 30 ans. Oui, c'est une fierté pour la République, pour ce que nous sommes en train de faire. Vous avez moins de 50 ans, de 45 ans, monsieur le Premier ministre. Faites quelque chose. Regarde, dans la lutte contre l'impunité et la corruption, vous devez intervenir urgemment. Dans la lutte pour les emplois des jeunes, parce que notre pays jusque-là, en fait, s'il faut voir les taux de chômage au niveau de la jeunesse, il reste encore de 99,1%. Vous comprenez un peu? C'est que vous devez beaucoup faire pour que les jeunes aient du boulot, aient du travail. Parce que si vous serez le seul à se réjouir, donc vous n'avez rien fait. Vous avez tout ce qu'il y a là dans le détournement. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement qui va voler l'argent de la République. Voilà un peu le fonctionnement, la gratuité de l'enseignement. Voilà l'aspect en fait social. Nous vivons dans l'incertitude. Les Congolais ne mangent presque pas. Regarde en fait, le niveau de nos routes. Et donc, vous avez beaucoup à faire.
beaucoup à faire et beaucoup à faire, monsieur le Premier ministre. Jean-Michel, je vous remercie. Non, je vous félicite. Pas je remercie le chef de l'État. Je vous félicite, mais au moins, nous comptons beaucoup sur vous, nous jeunes. Nous comptons beaucoup sur vous. Regarde en face de vous ces jeunes qui parlent. Est-ce ne mérite pas être ministre? Ne mérite pas être PDG? Qui est ce papa-là? Parce qu'aujourd'hui, on nous brandit en fait l'expérience comme critère d'éligibilité. Est-ce si vous n'avez pas été, en fait, si on n'avait pas voulu vous accorder le minimum des chances, vous aurez dit à avoir les expériences que vous avez aujourd'hui, ces CV costauds que vous avez aujourd'hui. Je pense que vous devez aussi apprendre à donner la chance à tout le monde, et surtout aux jeunes qui ont étudié, aux jeunes qui aiment la République. Je ne vous demande pas d'être loyal au chef de l'État, mais je vous demande d'être loyal vis-à-vis de la République, vis-à-vis aux valeurs patriotiques, et de les défendre en toute sincérité. Parce que la République, ce n'est pas le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La République, c'est aussi 85 millions d'habitants qui, en fait, habitent la République démocratique du Congo. La République, c'est aussi la sécurité à l'Est. Et donc, à Beni, à Butembo, à Bunia. La République, c'est aussi, en fait, l'assainissement de la fonction publique. La République, c'est aussi accorder la chance à tous ces jeunes-là qui se sont bâtis pour qu'aujourd'hui, vous soyez Premier ministre. Donc, les héros d'alternance pacifique en République démocratique du Congo. La République qui nous appartient à tous. Le Congo appartiendra à nous tous, sans exception aucune. Félicitations à vous. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Le plaisir a toujours été pour moi de vous servir. Je le mets sans souci, vous dis merci, 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 surtout parce que continuez à vous abonner parce que vous ne serez pas déçus. Nous sommes là pour vous servir. Je dis comme ça, merci à mon boss depuis Suisse, John Simao. Merci pour la confiance renouvelée toujours une fois de plus en nous. Merci comme ça à tous ceux qui ont contribué pour que cette émission vous parvienne. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve à la prochaine occasion avec un nouveau numéro. Mais je crois que je vous l'ai déjà annoncé. Juste on prend seulement contact avec notre invité. Nous allons parler du soutien que les acteurs politiques doivent apporter au président Tshisekedi. Parmi les acteurs politiques, je crois que nous avons déjà cité jusque-là 3, mais la liste sera là. Il s'agit de Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Modeste Barossou-Lukwebo. Ils sont nombreux, je crois que nous allons en parler. Donc restez scotchés parce que dès le prochain jour, vous aurez cette émission. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme. Merci. Merci.